Studio 54. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez Après les silences, le podcast dédié aux violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons Clémence Masson, cadre de santé à la Maison de la Résilience à Nancy. Bonjour. Bonjour. Une maison de la résilience, mais qu'est-ce donc ? C'est une structure de soins pour prendre en charge les troubles psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles. C'est coporté par le Centre psychothérapique de Nancy et le Centre hospitalier universitaire, le CHRU de Nancy. Et comment ça fonctionne ? Clémence va nous en parler, mais tout d'abord Clémence, en une phrase, quel est le lien entre votre métier de cadre de santé et les violences faites aux femmes ? Alors, tout simplement, parce qu'en tant que cadre de santé, je suis chargée d'accompagner ce projet-là, d'accompagner l'équipe et l'ensemble du service dans la prise en charge de ces victimes de violences sexuelles, donc ce qui concourt à la thématique des violences faites aux femmes. La Maison de la Résilience a ouvert ses portes en 2024. Comment est né ce projet pionnier en France, si j'ai bien compris ? Ce centre pionnier, oui, effectivement, c'est un centre qui est innovant au niveau national, est né de la personne qui l'a fondé. La fondatrice est Coraline Agré, c'est une experte nationale et même internationale au niveau des troubles psychotraumatiques, au niveau des troubles dissociatifs, avec un focus précis aussi au niveau des violences sexuelles. Et elle a imaginé ce projet déjà depuis quelques années et ça a pris forme dès l'année dernière en fait. C'est une maison, mais c'est surtout une approche et une équipe pluridisciplinaire, c'est ça ? C'est ça, c'est une maison, c'est un centre de soins qui est nommé Maison de la Résilience. C'est un centre de soins qui est situé au CHRU de Nancy. Donc on a un coportage entre le CHRU où on est situé, puis de par des aspects financiers, et le CPN, puisqu'on est tous des professionnels de la santé mentale avec toute l'expérience, les compétences spécifiques en trauma qui sont déployées par chacun des professionnels. Chacun des professionnels, c'est plus de 20 professionnels. Voilà, plus de 20 professionnels, pluridisciplinaires, puisqu'on a des psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, infirmiers, psychométriciennes, juristes, assistantes sociales, des secrétaires. Voilà, c'est vraiment une équipe assez complète de professionnels qui vont pouvoir déployer leurs compétences de manière complémentaire tout au long de la prise en charge des victimes et donc des patientes qui sont accueillies dans le service. C'est une prise en charge complète. Il y a le médical, le psychiatrique, le psychologique, et puis aussi, ce que j'entends, le médico-social, voire le social aussi. C'est une prise en charge globale, oui, tout à fait. C'est une prise en charge qui est vraiment adaptée, personnalisée aux besoins des personnes qui nous sollicitent et qui intervient vraiment dans une parenthèse de soins qui va être focalisée sur le trauma. C'est-à-dire que tout le monde va déployer ses compétences de manière complémentaire et combinée, mais axée sur cette dynamique de prise en charge du psychotrauma. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, donc la Maison de la Résilience, c'est un centre d'expertise, diagnostique, thérapeutique, de recherche sur les troubles post-traumatiques, sur les troubles dissociatifs, liés à des violences sexuelles. Elle accueille aussi des enfants, des adolescents et des adultes. D'accord. Donc on a aussi des professionnels qui vont être compétents sur l'ensemble de ce panel d'âge, si je puis dire. On va en parler aussi, puisque le lien entre enfance et adulte, dans le cadre des violences sexuelles, il n'est pas anodin non plus. On a parlé déjà du traitement, on a parlé du symptôme, les traumas, les psychotraumas. On a oublié un peu de parler, mais on va le faire à peine, parce que c'est la partie peut-être la moins drôle du boulot. Ce sont les violences sexuelles. Pour très clairement le dire aux gens qui nous écoutent, c'est quoi des violences sexuelles ? Alors, les violences sexuelles, de manière courante, on appelle violences sexuelles tout ce qui est agression sexuelle, tout ce qui est viol. Pour revenir aux raisons de pourquoi la Maison de la Résilience et qu'est-ce qui a animé Coraline Agré dans cette volonté de monter cette structure-là, c'est des chiffres de santé publique. Des chiffres de santé publique qui sont assez accablants, assez criants d'eux-mêmes, où on sait qu'actuellement en France, toutes les 3 minutes, il y a une femme et un enfant qui sont victimes d'agressions sexuelles. On sait qu'il y a plus de 160 000 jeunes mineurs qui vivent des incestes chaque année. Et en gros, en France, il y a environ 5 millions de personnes qui ont été victimes d'inceste. Donc là, c'est rien que par exemple pour l'inceste. Donc les chiffres des agressions sexuelles, elles sont majeures. Il y a une vraie problématique de reconnaissance d'ailleurs de ces victimes, parce qu'on sait rien que par rapport à leur reconnaissance juridique où seulement 0,4%
des auteurs de viol sont condamnés et 1,1% des auteurs d'agressions sexuelles sont condamnés. Mais au-delà de ça, dans le soin, on sait qu'il y a des réseaux qui existent, qui sont très bien déployés, très efficients par rapport aux auteurs de violences sexuelles, mais qui n'avaient pas de réseau structuré, un maillage territorial organisé par rapport à la prise en soin des victimes de violences sexuelles. Et on sait que pour les victimes de violences sexuelles, le risque de développer un trouble psychotraumatique ou un trouble dissociatif est majeur. D'où l'intérêt de pouvoir avoir ce type de structure spécifique. Vous avez parlé de troubles dissociatifs, de quoi on parle exactement ? La dissociation, il faut savoir déjà que quand on est agressé, 70% des victimes de viol souffrent de sidération traumatique, c'est-à-dire sont figées. Donc ça, c'est de la dissociation, par exemple, pour vous donner de manière plus pratico-pratique ce que c'est. On sait que quand on subit un viol, 80% des victimes ont un risque de développer un trouble dissociatif. Alors la dissociation, en fait, c'est quelque chose qu'on expérimente tous. Moi, je prends ma voiture, je fais un trajet de 200 km, je ne suis pas pleinement présent tout au long du trajet. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je ne sais même plus par où je suis passée, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On est déjà là, par exemple. Exactement. Donc, c'est un mécanisme normal. Mais quand on subit une agression, en fait, on fait face à quelque chose qui est insupportable, de menaçant. Et face à ça, il va y avoir un mécanisme de protection au niveau neurologique qui va être la dissociation, qui est un mécanisme de défense, de survie qui va être mis en place par le cerveau pour se protéger dans un contexte de danger. Ça, c'est la dissociation. De stress aussi, voilà. De stress. Donc, on voit que c'est normal. On voit que quand on est agressé, il y a tout un protocole, tout un mécanisme neurologique qui se met en place, parce qu'autrement, ça serait de l'ordre de l'insupportable. Et c'est comme si à un moment donné, on a un court-circuit au niveau du cerveau pour se protéger de ce qui est insupportable. Quand on est agressé, généralement, on dit, soit on est figé, on est sidéré, soit on sort va de son corps. fuir. Ça, c'est oui. C'est après, ça peut, même sur le moment, ça peut arriver. Soit on fuit, soit on combat. Il y a différentes stratégies qui s'apparentent à la dissociation. Et la dissociation, elle peut perdurer dans le temps. Et elle peut avoir des répercussions au quotidien. C'est-à-dire que quelques semaines après, on peut avoir des personnes qui sortent de leur corps, ce qu'on appelle qui vont être dépersonnalisées. On a des personnes qui vont être déréalisées, c'est-à-dire qu'elles ne reconnaissent plus le monde dans lequel elles vivent. On a des personnes qui vont souffrir d'amnésie dissociative, c'est-à-dire qu'ils ne se rappelleront plus précisément ce qu'elles ont vécu. Un bon exemple, c'est par exemple Muriel Robin. Muriel Robin qui a dit il y a quelques mois, je ne m'en rappelais plus, mais en fait, j'ai été violée à l'âge de 10 ans. Il y a quelques mois, elle s'est souvenue que dans un ascenseur, à l'âge, je crois, de 10-11 ans, elle aurait été violée. Et pourtant, jusque-là, elle n'avait que l'image du haut du visage de ce qui s'était passé dans l'ascenseur. Elle ne s'imaginait pas qu'il y avait eu une agression sexuelle ou un viol collectif. Et là, tout d'un coup, c'est réapparu. Ça, c'est l'amnésie dissociative. Et le plus haut grade, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais la plus haute sévérité des troubles dissociatifs, c'est le TDI, le trouble dissociatif de l'identité. Et en fait, le TDI, on sait qu'en France, il y a une sous-estimation majeure du trouble dissociatif de l'identité, où par des méta-analyses qu'on appelle, nous, dans notre jargon scientifique, on devrait avoir à peu près 1 million de personnes qui devraient être diagnostiquées avec un TDI en France. Or, on est à 183 en 2023 en France. Vous voyez les conséquences multiples que peut avoir la dissociation et de l'importance aussi de pouvoir former, sensibiliser les différents professionnels à cette clinique particulière liée à des traumas et à des agressions sexuelles, puisque tout ce qui est trouble dissociatif et par exemple TDI est notamment fortement en lien avec les troubles, les agressions sexuelles qu'on peut avoir subies pendant l'enfance. Le parcours de soins est intensif et court. Concrètement, comment ça se passe quand une victime entre à la maison de la résilience ? Quand une victime entre à la maison de la résilience, il y a 2 parcours de soins, mais qui sont assez similaires, que ce soit pour d'un côté les enfants, adolescents et de l'autre côté les adultes. Concrètement, en fait, quand une personne de plus de 16 ans est demandeuse d'être suivie chez nous, elle va remplir un dossier de préadmission où on va lui demander des informations, elle va remplir des échelles psychométriques sur le psychotraumatisme et elle va pouvoir exprimer toutes les attentes et les besoins qu'elle a par rapport à ce suivi qu'elle demande au sein de la maison de la résilience. Suite à ce questionnaire-là, une fois qu'il nous est réadressé, on va programmer ce qu'on appelle un diagnostic. Alors,
On a un langage assez métaphore végétal au niveau de la maison de la résilience, où en fait le diagnostic est appelé racine, c'est le socle de la prise en charge du parcours de soins au sein de la maison de la résilience. Alors la racine, c'est quoi ? C'est un binôme médecin-infirmière, vous êtes reçu pendant 1 heure, et nous allons nous mobiliser vraiment toute notre expertise clinique de soins, évaluer les symptômes et voir les attentes de la personne, et co-construire ensemble le parcours de soins, s'il y a une indication, si c'est la bonne temporalité aussi d'entrer dans un suivi, on pourra le voir après si vous le souhaitez. Et là, on va vraiment poser ça à plat avec le patient ou la patiente. L'étape d'après, vous parliez de psychoéducation, c'est ce qu'on appelle le tronc, c'est 3 demi-journées, alors qui vont être animées par un binôme psychologue-infirmier. Et l'objectif, ça va être vraiment que le patient, la patiente puisse comprendre qu'est-ce que c'est le psychotraumatisme, quels sont les signes et quel traitement on va pouvoir leur prodiguer au sein de la maison de la résilience, puisqu'en fait, comprendre, ça va être la première étape essentielle pour agir sur les troubles dont on souffre. Après la psychoéducation, donc si le patient est OK et s'il y a indication, on va vraiment rentrer dans la phase de soins combinant plusieurs interventions pluriprofessionnelles, ce qu'on va appeler fleurs, parce qu'on reste toujours donc dans notre thématique, notre métaphore végétale. Les fleurs, c'est quoi ? C'est des combinaisons donc d'interventions pluridisciplinaires fondées sur des outils validés scientifiquement, des outils intégratifs. Les personnes, quand elles viennent dans la structure, elles vont pouvoir rester 1 heure ou une demi-journée. Et là, elles vont voir plusieurs professionnels en individuel où il peut y avoir des petits ateliers collectifs. Elles vont donc pouvoir voir par exemple un psychologue et après un infirmier, ou la fois d'après voir un infirmier, une assistante sociale en fonction de son besoin. Et puis de temps en temps, faire ce qu'on appelle des bulles, qui sont des espaces de régulation émotionnelle, d'ancrage, où on va apprendre des outils qui vont peut être utilisés à la maison et dont la personne va pouvoir enrichir en fait ses compétences de régulation émotionnelle. Donc ça, on va avoir ces combinaisons de fleurs qui vont s'étaler, ça peut être sur 10 à 15 fois, c'est renouvelable en fonction des besoins individuels de la personne. Et à côté de ça, on a aussi des branches, on continue jusqu'au bout la métaphore, qui sont des activités thérapeutiques en groupe. Là, on a commencé une branche qu'on appelle dissociation pour des gens qui souffrent de troubles dissociatifs, mais après, on envisage en monter d'autres, par exemple, sur tout ce qui est sexologie. Ce parcours de soins donc intervient de manière parallèle et c'est important aussi de le signaler parce que souvent on nous demande est-ce qu'il faut un suivi à côté ou pas, est-ce que c'est important. Quand on a été victime d'agression sexuelle, c'est extrêmement compliqué de rentrer aussi dans cette phase de soins, une phase de soins aussi qui peut être confrontante aussi par rapport aux personnes qui sont suivies. Et il y a souvent une problématique d'abandon pour les personnes qui sont suivies. Et c'est important, comme on sait qu'on intervient sur un temps donné, de pouvoir préparer déjà prise en charge et par la suite de pouvoir faire le relais et que les personnes puissent avoir un relais à l'extérieur. Et on sait aussi que quand on a été victime d'agression sexuelle, on a plus le risque d'avoir des troubles anxieux, d'avoir des problématiques de dépendance, plus de risque de passer à l'acte, d'avoir un geste suicidaire. Et ça, c'est important d'avoir ce suivi global à côté de la prise en charge à la maison de la résilience. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Ce que j'entends, c'est donc un parcours qui est vraiment personnalisé. Il n'y a pas de recette miracle. On s'adapte à chaque victime. Il n'y a pas de traitement ou de médicaments magiques. C'est un travail vraiment qui est collectif. Moi, quand j'entendais ce parcours de soins intensifs et courts, j'imaginais que les patients étaient internés pendant 1 semaine, qu'on leur, j'exagère, mais on leur bourrait de cachetons, de traitements, de conseils, et qu'ensuite on se débarrassait d'eux en estimant qu'ils étaient guéris. Évidemment, c'est un préjugé. Ça dure plusieurs semaines, plusieurs mois. On rentre chez soi le soir ? Mais c'est un suivi en ambulatoire, comme si on avait un suivi à l'extérieur, en libéral. D'accord. On vient 1 heure la matinée, on repart. On vient à peu près toutes les 2 semaines, c'est très variable. C'est un suivi des traitements. C'est quand même engageant et intensif, voilà, volontaire. C'est engageant, intensif, et d'où l'intérêt aussi de notre questionnaire à l'origine, parce que la question de la temporalité et de savoir si la personne est prête est extrêmement importante. Quand on rentre dans ce parcours de soins, il faut savoir qu'on va être quelque part confronté à ce qu'on a vécu. Et il faut être capable aussi d'être confronté à ce qu'on a vécu. Nos professionnels sont formés à des soins intégratifs, et les soins intégratifs, c'est quoi ? C'est de faire passer cette agression à l'échelle
d'un souvenir qui ne vous hante pas, qui n'a pas des répercussions quotidiennes au quotidien, mais d'un des vieux souvenirs plus déchargés émotionnellement. C'est comme lorsqu'on voit un film d'horreur, quand on le voit la première fois, on a plein de sensations physiques, on a une fréquence cardiaque élevée, c'est extrêmement complexe. Et quand on va le voir plusieurs fois, ce même film d'horreur, on aura moins de signes physiologiques associés. Donc c'est un peu, si vous voulez, le même principe des soins qui vont pouvoir être faits à la maison de la résilience. Donc il y a toute cette partie de soins validés. Alors je pourrais vous donner des termes techniques de ce qu'on y fait. On parle de MDR, c'est des mouvements oculaires. On fait aussi d'autres techniques associées. On parle d'ICV, de SMART. Mais globalement, on est dans cette thématique-là et on a aussi tout ce qui a un abord psychocorporel parce qu'on sait que cet abord-là, pour la prise en charge des traumas, est extrêmement intéressante. C'est presque une tentative des fois de reprogrammation dans cette reconstruction. Mais en fait, quand on souffre d'un trauma, d'un psychotrauma, c'est qu'il y a une répercussion qui est quotidienne. Souvent, les gens ont des difficultés, que ce soit dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de travail, dans leur environnement scolaire, dans leur vie sexuelle. Elles y pensent, elles ont vraiment des signes qui sont très importants, qui peuvent être plus ou moins forts. Et le but, c'est que ce qu'elles ont vécu, cette plaie béante qui est présente en elles, ne soit plus qu'une cicatrice. Alors, on parle, nous, de reconstruction. C'est vraiment un chemin de reconstruction, de réparation physique et une volonté de changement de trajectoire pour ces victimes de violences sexuelles, qu'elles puissent avoir une vie la plus satisfaisante au quotidien. On nous dit des fois, mais est-ce qu'on guérit ? Mais ça, c'est très individuel. Il y a des gens qui vont dire, bah oui, j'ai guéri, j'ai pu me guérir. Et il y a des gens qui vont dire, bah j'ai pu me réparer, j'ai pu me rétablir. Un psychotraumatisme, c'est un traumatisme, c'est physique. Un viol, c'est pas un mauvais souvenir qu'on va effacer. Exactement. C'est quelque chose qui sera toujours présent, mais le but, c'est qu'il n'impacte plus la vie comme il pouvait l'impacter avant. C'est ça vraiment l'idée forte, je pense, des soins qu'on a au sein de la structure. Il y a des conséquences physiques sur la santé. Je vous parlais, donc il y a des chiffres par rapport à du risque d'avoir plus de comorbidité, qu'on me dit, psychiatrique, en termes suicidaires, en termes dépressifs, anxieux. Il y a aussi plus de risques d'avoir, par exemple, des maladies chroniques, puisqu'on sait qu'il y a 2 fois plus de risques d'avoir une pathologie chronique somatique quand on a subi une agression sexuelle que quelqu'un d'autre dans la population. Et au-delà de ça, quand on est agressé, la souffrance, elle peut être multiple. C'est-à-dire qu'elle peut être à travers ce qu'on appelle les troubles dissociatifs et les troubles psychotraumatiques qu'on traite actuellement, ou elle peut se manifester par des troubles physiques, des sortes de douleurs chroniques, des crises d'allure épileptique, des troubles de la marche, des paralysies, des paresthésies, où le corps va s'exprimer ainsi. Et il y a aussi une unité au sein de la maison de la résilience qui s'appelle ActemPsy et qui va faire le pont en fait entre la neurologie et la psychiatrie, où c'est ces personnes qui souffrent de ces troubles-là, généralement, elles sont orientées par un neurologue, puisque c'est des troubles neurologiques, et on ne retrouve pas, dans les différents examens IRM, les raisons de ces troubles-là, et souvent, derrière, on voit qu'il y a encore la souffrance qui est présente, et on les prend en charge au sein d'ActemPsy, qui est une unité qui a été fondée aussi par Coraline Ingré. Libérer la parole, c'est facile à dire. Les violences sexuelles sont encore largement tabous pour beaucoup de personnes. Ça accompagne souvent de honte, souvent aussi parce que ça se passe dans le cadre de la famille ou avec des proches. Comment on fait ? Il n'y a pas de recette miracle, encore une fois, mais pour déverrouiller une victime, est-ce qu'on y arrive à chaque fois, surtout ? D'où l'intérêt, en fait, que la personne soit prête. Et quand on fait un questionnaire au départ de préadmission, on demande les attentes et les besoins, on leur demande ce qu'elles ont vécu. On voit déjà, effectivement, si elles sont capables de s'engager dans les soins. Après, les violences sexuelles, c'est vraiment une particularité dans tout ce qui est troubles psychotraumatiques. Parce qu'il y a plusieurs faits en lien avec les violences sexuelles. Tout d'abord, c'est l'intentionnalité de l'acte. C'est-à-dire que l'agresseur va viser une personne en particulier, ce qui renforce le vécu aussi de culpabilisation de la personne qui a subi ça. Et il y a aussi l'impuissance de la victime qui est souvent incapable de réagir sur l'instant, qui va rester figée par exemple, et du coup qui va aussi se culpabiliser dans cette agression-là. Il y a aussi le lien de dépendance avec l'autorité, ça peut être le parent, un oncle, une tante, enfin voilà, qui fait cet acte-là, et ça crée aussi, pas une sorte de soumission, mais en tout cas, il y a un vrai positionnement d'autorité par rapport à la personne qui a commis. Et enfin,
s'ajoute souvent la défaillance, l'absence de soutien, de reconnaissance de ce qui s'est passé, où il y a une forme, des fois, de banalisation, de doute. Est-ce que tu es sûr que ça s'est bien passé? Est-ce que tu ne l'as pas cherché? Et c'est pour ça que les victimes de violences sexuelles sont particulières dans la prise en charge et souffrent de troubles particuliers dans le psychotraumatisme. À la Maison de la Résilience, on prend en charge, je vous parlais, de personnes qui ont des troubles psychotraumatiques liés aux violences sexuelles. La Maison de la Résilience, sur le site, il y a aussi ce qu'on appelle le centre de psychotrauma, le CPT, et la CUMP. Le centre de psychotrauma permet la prise en charge aussi de toute victime qui souffre de psychotraumatisme, c'est-à-dire que demain, vous êtes agressé, vous êtes témoin de quelque chose, vous êtes victime d'un accident de la route, vous pouvez être aussi pris en charge par nos équipes. Et on a aussi la CUMP, alors là, qui se déclenche pour les catastrophes de grande ampleur. Mais il y a effectivement tout un panel de troubles psychotraumatiques, mais les violences sexuelles sont vraiment une particularité. C'est aussi un événement de grande ampleur. Je vais refaire un point statistique avec Clémence Masson de la Maison de la Résilience sur les violences sexuelles en France. Elles sont alarmantes, ces statistiques. Vous l'avez dit tout à l'heure, 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année en France. 5,4 millions d'adultes ont subi des violences sexuelles dans l'enfance et près de 280 000 femmes âgées de 18 ans, majeures donc. Et plus, je parle de statistiques en 2023, donc assez récentes, ont été victimes de viols ou de tentatives de viol ou agressions sexuelles. Ce sont encore une fois des estimations qui peuvent être sous-évaluées. Autre chiffre effrayant que vous m'aviez transmis, 5 millions de personnes en France concernées par l'inceste. On a parlé surtout avec vous, Clémence, de la méthode, des traumatismes. On a finalement peu parlé des victimes en elles-mêmes. Qui sont-elles ? Ce sont des enfants, des ados, Alors, ce sont des enfants, une maman, une nièce, n'importe qui. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle. Les handicapés aussi. Bien sûr. C'est toutes les personnes qu'on peut retrouver dans notre population. Alors évidemment, quand on regarde nos chiffres, il y a plus de femmes victimes d'agressions sexuelles, mais en termes de classe sociale ou autre, c'est toutes personnes qui sont représentées chez nous. C'est le moment aussi de parler des partenaires. Comment ces victimes arrivent chez vous ou sont dirigées vers la Maison de la Résilience ? Déjà, les personnes peuvent nous appeler du bouche à oreille, elles nous connaissent, elles peuvent très bien d'appeler d'elles-mêmes. Après, il y a des personnes qui nous les adressent. On a multiples partenaires. On est une structure sanitaire, donc on a les partenaires du centre psychothérapique de Nancy, donc les structures ambulatoires, les structures hospitalières expertes qu'on a en psychiatrie. On a les structures sanitaires plus somatiques du CHRU, la maternité, les urgences, l'ORL. Mais on a aussi tout un réseau partenarial autour de la protection de l'enfance, je pense à l'ASE, autour du milieu judiciaire, associatif. Il y a eu la Maison des femmes Nancy qui s'est ouverte aussi il y a très peu de temps, du médico-social, du social. C'est vraiment un réseau partenarial assez vaste. On parlait tout à l'heure de reconnaissance. La Maison de la Résilience a pour volonté pour les victimes d'aller dans la prévention, parce qu'on parle aussi, on communique sur ce qu'on fait, d'aller dans le diagnostic, d'être une structure d'expertise sur tout ce qui est troubles dissociatifs, troubles psychotraumatiques, de traitement. Et côté professionnel aussi, on a une volonté d'appuyer aussi les structures qui gravitent autour des violences faites aux femmes et de pouvoir à terme les sensibiliser, former les professionnels de ces structures afin de pouvoir être lisible pour toutes les victimes qui souffrent de troubles psychotraumatiques liés à ces violences sexuelles. Une chose importante que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous, on s'inscrit vraiment dans le temps de la réparation et de la reconstruction. C'est-à-dire que quand nos partenaires nous adressent des jeunes, des adultes, pour les prendre en charge, c'est important d'avoir cette connaissance du temps de la réparation et que la personne soit prête et que c'est la bonne temporalité pour elle aller vers les soins. Temps de réparation, pourquoi ? Parce qu'on s'imagine que si une personne est incestée tous les soirs, un jeune, si une femme est agressée tous les soirs, malheureusement, on ne pourra pas la prendre en charge de manière efficiente. Tout simplement, on imagine être reconfronté, ça entretient le trauma et nous, on ne pourra pas intervenir de manière satisfaisante. Il y a un préjugé aussi sur ces violences sexuelles. J'allais parler d'image d'Épinal, c'est pas forcément la bonne expression. Quand on entend viol, on pense au cas le plus médiatique qui est une personne qui se fait violer dans la rue par un inconnu ou dans un parking. Et là, ce qui peut aussi arriver de manière en série à Nancy, mais à chaque fois, on va dire que c'était une fois pour une victime. Malheureusement, la réalité, c'est que ce sont souvent
à des cas répétés dans un cadre familial. On pense aussi très récemment à des viols collectifs répétés sur plusieurs années avec Gisèle Pelicot, par exemple. Est-ce que c'est vraiment fréquent, ça ? Extrêmement fréquent. Nous, on parle de trauma simple ou de trauma complexe. Trauma simple, c'est quand ça arrive à un moment donné, une fois, et trauma complexe, c'est quand c'est répété. Et effectivement, quand on regarde les gens qui viennent chez nous, on est étonné parce que même les personnes qui viennent pour un trauma simple, entre guillemets, souvent ça cache du trauma complexe derrière. Et on a beaucoup de personnes, dans l'ensemble des personnes qui sont suivies chez nous, qui souffrent d'agressions répétées, qui ont subi des agressions répétées, que ce soit dans l'enfance ou actuellement. Dès qu'on gratte un petit peu, c'est très, très, très courant, oui, malheureusement. Clémence Masson, on a dressé un tableau très noir. Il y a des mots qui dérangent en plus. On n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur un podcast à la radio des mots comme viol, des mots comme inceste, des mots comme agression sexuelle. Mais il faut en parler, c'est important. Tentons tout de même d'apporter de l'espoir dans cette émission. On peut s'en sortir, on peut se reconstruire, on peut survivre. C'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Et le message qu'on donne, c'est effectivement, il y a des structures de soins qui existent. On a une vraie libération de la parole par rapport au MeToo sur les personnes maintenant qui parlent de leur agression sexuelle. Mais il y a le temps aussi de dire, il y a aussi des soins qui existent, parce qu'on parle peu des soins qui existent. Et il y a des soins spécifiques qui existent. Et c'est important de le dire, parce que derrière, c'est une vraie spécialité de pouvoir prendre en charge finement et avec expertise les troubles psychotraumatiques et les troubles dissociatifs pour les personnes qui ont été agressées. Clémence, dans ce combat, qu'est-ce qu'il reste à faire de manière générale et à votre échelle ? Oh, vaste sujet. Quand on voit les chiffres, nous on essaye sur Nancy d'offrir le maximum de soins à la hauteur des besoins de santé publique de Nancy, mais je pense que ces besoins-là, ils sont malheureusement beaucoup plus vastes. Donc qu'est-ce qui reste à faire ? C'est vraiment déployer toute cette culture, cette vision de prise en soin spécifique des victimes de violences sexuelles et des troubles psychotraumatiques liés à ces victimes de violences sexuelles au niveau national. Alors, il existe des prises en charge de psychotrauma un peu partout, et ça peut être très bien fait aussi en libéral et chez certains professionnels. Mais il y a aussi, à l'échelle nationale, on voit bien un manque des fois de formation et de possibilités, de moyens pour pouvoir offrir ces structures-là. Et voilà ce qui peut être déjà un grand pas à faire pour l'avenir. C'est ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier ? Oh là, plein de choses. Plein de choses. C'est-à-dire que déjà, là, on est très satisfait parce que le retour des patients est extrêmement positif quand ils sortent de notre structure. Et par rapport à l'ensemble des professionnels qui sont présents, qui déploient vraiment leurs compétences propres, je pense que c'est très satisfaisant d'avoir ce retour-là. Donc, c'est extrêmement motivant d'être dans une unité qui apporte quelque chose, qui apporte des soins, qui apporte la satisfaction, malgré l'horreur de ce qu'a pu subir ces victimes. Un dernier mot, un message à passer ? On peut se reconstruire, on peut revivre normalement après avoir été agressé sexuellement. Donc, n'hésitez pas à regarder l'offre de soins qui est près de chez vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations et si vous souhaitez être pris en soin. La Maison de la Résilience à Nancy, Clémence Masson, cadre de santé, merci. Merci à vous. Écoutez Après les silences sur le web, sur le site du département de Meurthe-et-Moselle et sur votre radio locale. C'était Après les silences. On parlait des violences faites aux femmes. Un programme proposé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la coordination des radios associatives de Lorraine. À réécouter sur meurthe-et-moselle.fr/studio54. Une question, un doute, un appel à l'aide ? Composez le 39 19. C'est anonyme et gratuit. 39 19.